Bonjour à tous, je suis Philippe Viexorek de Minalogic. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire, ce sixième webinaire sur les éclairages de l'IA qu'on réalise en partenariat avec la région et l'État français, l'Institut 3IA de Grenoble, le MIAI Digital League et Lyon ISEAI. Donc pour vous rappeler, c'est un webinaire qui a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois sur un horaire un peu décalé entre midi et deux pour maximiser le nombre de participants. Vous avez là la liste des webinaires qui sont déjà passés, celui d'aujourd'hui et également les webinaires à venir. Donc vous pouvez les marquer dans vos calendriers si c'est un format qui vous intéresse. Vous pouvez revoir les webinaires passés sur la chaîne YouTube dont vous avez le lien ici, qui effectivement vous permet de voir déjà ce qui s'est raconté, ce que nos intervenants nous ont expliqué sur l'intelligence artificielle et sur les sujets que vous avez vus juste avant. À noter également le Quarterly Journal, donc le MIA Innovation. Donc c'est un portail qui recueille des articles. Donc c'est pas des publications scientifiques, c'est plus des témoignages parfois naïfs par rapport à l'intelligence artificielle. Ça peut être des usages, ça peut être des décryptages de technologies un peu complexes. Donc c'est un portail qui a été lancé il y a à peu près 6 mois. L'idée, c'est de recueillir effectivement des articles de tout un chacun. L'adresse, l'URL a changé très récemment, donc mettez à jour vos bookmarks. C'était miainnovation.fr et c'est miainnovationquarterly.com maintenant. Donc voilà. Et n'hésitez pas, donc la raison du changement de site, c'est qu'on a changé de technologie et ça permet à présent à tout le monde de publier ses articles. Donc il n'y a pas que moi qui vais publier, c'est une très bonne chose. Donc n'hésitez pas effectivement à mettre à jour vos signets dans vos navigateurs internet et également à publier si vous sentez l'âme de dire quelque chose sur l'IA. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est effectivement de parler un peu, de lâcher un peu la technique et puis de parler un peu d'éthique. Donc l'IA, c'est quelque chose de compliqué. Parfois, on a du mal à appréhender le sujet. Et donc, à l'heure où on parle de faire prêter serment aux informaticiens, et Thierry sait à quoi je fais référence, effectivement, est-ce que l'éthique, c'est important dans l'IA? Est-ce que c'est plus important dans l'IA qu'ailleurs? Et donc, j'ai le plaisir effectivement d'accueillir Thierry Ménissier, qui est philosophe, qui s'intéresse beaucoup aux dynamiques d'innovation et l'accompagnement de l'innovation et à l'impact que ça peut avoir sur la société. Donc, il va nous donner ses points de vue là-dessus. D'un point de vue, il va se poser beaucoup de questions autour de l'éthique. Et dès qu'on parle d'éthique, il y a souvent effectivement une tentative ou une nécessité de faire intervenir également une vision, une vue plus juridique. Et donc, on aura le plaisir d'accueillir Théodore Christakis, qui fait référence sur ce domaine-là. Donc, tous les deux interviennent dans l'Institut 3IA de Grenoble et tous les deux rayonnent à l'international sur ces choses-là. Thierry, si tu veux prendre la parole. Thierry, on ne t'entend pas. Bien. Tu m'entends là? Oui, parfait. Voilà, parfait. Et on me voit, voilà. D'accord. Impeccable. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour l'invitation. Donc, personnellement, j'ai regardé les webinaires en différé et je trouve que ce format est très bien fait, très, très instructif. Donc, j'espère être à la hauteur par rapport aux collègues qui m'ont précédé. Alors, donc j'ai pris comme titre la question qui m'avait été initialement, à Théodore et à moi, initialement posée, réguler l'intelligence artificielle, pourquoi, comment? En effet, moi, mon travail, il se déploie dans le cadre du MIAI, mais aussi de l'Institut de philosophie de Grenoble, qui est mon équipe de recherche, mon unité de recherche, et pour laquelle je coordonne la chaire éthique et intelligence artificielle, où il y a en effet de la philosophie. On va beaucoup parler d'éthique philosophique maintenant. Mais il se trouve qu'il y a d'autres disciplines qui sont
appelés à travailler avec nous, avec l'éthique, hein, par exemple les sciences de l'information et de la communication, la psychologie sociale, la science du marketing, voilà, par exemple, qui sont des disciplines tout à fait importantes pour dialoguer sous l'égide de la philosophie éthique et politique, donc avec l'informatique et la robotique à propos de l'IA. Alors, je prends la main donc sur le PowerPoint pour d'abord annoncer mon plan. Je vais quand même me situer en fait dans mon propos parce que il se trouve que ma discipline est tellement riche et libre, pourrait-on dire, qu'en fait, en philosophie, il y a des approches très variées. D'ailleurs, c'est ce que vous allez voir dans mon exposé, qui sont possibles. Et moi, évidemment, je développe, comme c'est le cas dans le contexte des chaires MIAI, un travail à partir de mon travail scientifique. Voilà, donc je tiens à préciser les choses, ce qui nous permettra après de bien comprendre notamment le propos dans le développement, réguler l'IA par l'éthique, comment faire. Et entre-temps, je poserai la question, finalement, j'aborderai la question tout à fait importante aussi pour notre propos aujourd'hui, des relations entre droit et éthique, hein, entre régulation juridique et, disons, travail de la philosophie et de l'éthique plus généralement, à propos donc de l'IA. Alors, en fait, comme il a été rappelé, bon, moi je me suis beaucoup intéressé à l'innovation et vous voyez là à l'écran le dernier travail que j'ai réalisé, hein, un livre de synthèse de ma réflexion sur l'innovation. Mais celle-ci s'entend déjà à partir de la philosophie politique, ce qui est original, et plus exactement à partir de la philosophie politique de Machiavel. Alors, Machiavel, cet auteur pour lequel j'avoue un certain faible, mais surtout, pourrait-on dire, qui m'a littéralement élu intellectuellement, au sens où il se trouve que ma forme de pensée est très inspirée par lui. Alors, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que, pour moi, la question de l'éthique est quand même d'abord, vous le verrez notamment dans le développement que je vais proposer, même très rapide, l'éthique publique. Il me semble que la dimension de l'éthique publique permet de concilier la dimension de l'éthique, proprement parlée, on va le voir, qui porte sur des catégories comme le bien et le mal, et la dimension, la considération, si vous voulez, des sociétés démocratiques pour lesquelles les questions afférentes à l'IA se posent. Voilà, donc mon entrée, elle est liée à la pensée de ce grand auteur, dont je dirais aussi qu'on sait assez peu qu'il a été très fortement en faveur du parti, à son époque dit républicain, qui est un parti que l'on dirait aujourd'hui, vous voyez, philo-populaire ou démocratique. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la pensée de Nicolas Machiavel, qui est une pensée, bon, comme chacun le sait, des rapports de force, des questions de gouvernance, hein, des questions de coordination de l'action collective, de manière assez grave, assez tendue même, eh bien, cette pensée nous apporte quelque chose, il me semble, pour la considération de l'éthique de l'IA. Voilà, alors c'était un rapide préambule. Et en fait, j'aimerais maintenant, vous voyez, en guise d'introduction, expliquer que moi qui suis philosophe, avant d'être éthicien, ce dont il est question aujourd'hui, je l'aborde par le biais d'une réflexion sur les relations entre l'éthique et le droit. J'ai la chance de pouvoir dialoguer avec Théodore, hein, mon collègue, qui parlera après moi, et nous sommes d'accord sur le fait que éthique et droit, et d'ailleurs l'éthique, je suis presque de le dire, n'est pas que portée par la philosophie, mais beaucoup d'autres disciplines peuvent s'intéresser à l'éthique, évidemment, et même des disciplines professionnelles qui ont leur déontologie et qui, à ce titre, réfléchissent à l'éthique. Eh bien, quoi qu'il en soit, le souci éthique, comme, disons, le travail du droit, inscrivent finalement à l'horizon de la recherche des normativités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une normativité? Une normativité, c'est un discours qui définit et qui prescrit des valeurs. Alors, de ce point de vue, l'éthique et le droit sont comparables. En effet, l'un et l'autre sont rationnels, sont des disciplines rationnelles. En éthique comme en droit, on propose des argumentations rationnelles et on est attentif à ce que j'appelle la cruelle réalité, par référence au philosophe que j'aime bien, Clément Rosset, qui dit voilà, le réel, on peut essayer de le mettre dans des normes, on peut essayer de l'encadrer, mais il est toujours cruel. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que l'éthique et le droit sont sensibles au fait qu'il y a des choses qui ne collent pas avec les règles qu'on aimerait les plus droites possibles. Et vous voyez, loin de l'image de l'éthique et du droit comme purement régulateur, je pense qu'au contraire, ce sont deux disciplines qui s'attachent à la singularité des phénomènes et qui essaient de les penser dans une pratique humaine, en fonction d'une pratique humaine qui est rationnelle. Alors on peut dire aussi que l'éthique et le droit se situent du côté du devoir être plutôt que de l'être, puisque l'un et l'autre
j'ai dit qu'ils prescrivaient des valeurs en tant qu'ils sont normatifs, s'intéresse aux valeurs. Le droit établit ce qui est licite et illicite. L'éthique vise ce qui est bien et mal, à définir et à faire appliquer ce qui est bien et mal, tandis que ensemble, le droit et l'éthique énoncent ce qui est juste et injuste. C'est en quelque sorte une recherche partagée de la part des deux types de discours. Alors, quelles sont les relations entre l'éthique et le droit? Simplement, on peut le constater à propos de bien d'autres exemples, ces deux types de discours peuvent être en concurrence ou en complémentarité. C'est rigoureusement possible que l'éthique et le droit qui visent la même chose disent la même chose, mais il est aussi possible qu'en visant la même chose, les deux discours ne disent pas la même chose. Il y a par exemple des cas où en fait la conscience s'oppose à la loi. Voilà. Il y a une sorte de conflit des valeurs entre ce qui apparaît bien et ce qui est explicitement licite. Alors, moi, je proposerais une sorte de Yalta, vous voyez, je ne sais pas si Théodore sera d'accord, une sorte de partition entre les deux disciplines, en disant que l'éthique éclaire et guide le droit sur les valeurs par son travail, notamment philosophique, d'approfondissement, tandis que le droit actualise ou réalise les valeurs, et puis après, donc il les inscrit, ces valeurs, dans les lois, et puis en même temps, il les réadresse à l'éthique, finalement, dans leur version socialisée. Voilà. Et du coup, il est bien clair qu'il y a une sorte de cycle vertueux pour des sociétés qui ne trouvent dans les traditions ni évidence ni certitude. Alors, il se trouve que, on va le voir, ces sociétés, en fait, c'est les nôtres. Ces sociétés qu'on peut appeler modernes ou qu'on peut appeler démocratiques, qui n'ont ni évidence ni certitude ancrées, en tout cas fortement et de manière indiscutable, dans la tradition. Alors voilà, d'où le travail tout à fait fondamental, finalement, comme chacun le sait, de l'éthique et du droit à propos des valeurs et des lois. Alors maintenant, plus précisément, quelle éthique pour l'IA? C'est là-dessus que finalement les participants au webinaire m'attendent. Alors, moi, je prends les choses avec une distance liée à ma discipline philosophique en disant, voilà, l'IA, ce qu'on appelle l'IA, relève d'un système technique. Est-ce que c'est un système technique parmi d'autres? Oui, d'une certaine manière. Tout système technique, par exemple le système général, de l'exploitation, puis de l'utilisation de l'énergie fossile carbonée, par exemple, c'est un autre système technique qui a donné une industrie donnée, un type de société industrielle. Voilà. Donc tout système technique facilite l'action. Thierry, je vous prie de m'excuser, nous avons un gros problème avec le son. Je pense que vous avez un problème de bande passante. Si tel est le cas, merci de bien couper votre caméra qui est gourmande. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça va être mieux. Bon, vous me direz. Hein. Donc, en tout cas, les systèmes techniques posent en général des problèmes éthiques, qu'il s'agisse du problème de la relation entre les humains ou de la relation avec l'environnement. Par exemple, certains systèmes techniques peuvent être suspectés ou même accusés d'augmenter l'inégalité, de favoriser la ségrégation. Vous voyez, on est déjà dans une approche éthique. D'autres plans, certains systèmes techniques sont dispendieux des ressources et peu prospectifs ou projectifs. Évidemment, ils sont peu durables, quoi. Voilà. Alors, la vraie question éthique, de ce point de vue, qui est une question, vous voyez, globale, titanesque, en quoi tel ou tel système technique fait-il progresser ou régresser l'humain? Transforme-t-il le monde en mieux ou en pire? Ce sont des questions d'un niveau de généralité qui est décourageant, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas en rester là. Mais simplement, en même temps, et c'est peut-être la touche de Machiavel que vous voyez à l'œuvre, moi, il me semble intéressant de souligner que les systèmes techniques sont toujours sous-tendus par des intérêts et des discours de justification. Ainsi, par exemple, on sait bien que Timothy Mitchell, qui est un historien britannique, a dans son livre Carbone Démocratie de 2013, souligné quand même comment le pouvoir politique à l'ère du pétrole, qui est le sous-titre de son livre, était à la fois sous-tendu par des intérêts et modifier en retour les sociétés. C'est-à-dire que le système technique est sous-tendu par des intérêts et il se déploie en objectivant des intérêts, en les transformant. Alors, c'est tout à fait intéressant de voir les choses comme ça, et on retrouve une réflexion qui était celle du grand philosophe allemand Habermas sur la science et la technique comme idéologie. Et puis, en fait, c'est ce que j'essayais de montrer aussi à propos de la notion d'innovation dans l'ouvrage que j'ai mentionné précédemment. Alors, en fait, moi, je fais quand même l'hypothèse que l'intelligence artificielle n'est pas n'importe quel système technique. En effet, les algorithmes, dans leur fonctionnement ordinaire, renvoient à la capacité humaine de calcul
laquelle paraît sans limite. Et ce projet-là, c'est pas un projet récent, c'est un projet qui remonte aux Lumières, à la philosophie des Lumières, avec par exemple la philosophie de Leibniz, sa philosophie mathématique, mais aussi sa métaphysique. Et puis, d'autre part, la naissance qu'on appelle de la raison statistique, hein, notamment dans la science de l'État au XVIIIe siècle, hein, ce qui est autre chose, mais qui n'est pas sans lien. Après les Lumières, on sait bien aussi que le projet cybernétique a notamment développé une logique générale, globale, même une ontologie, finalement, de la calculabilité. Alors, si bien qu'apparaît un problème de type ontologique, si maintenant le réel est considéré comme intégralement calculable par nos algorithmes, quelles sont les conséquences? Un type de conséquences, par exemple. Ce qui fait que mon travail de philosophe, ce n'est pas seulement un travail de détermination de valeurs et de règles, mais c'est un travail aussi de qualification ontologique. Eh bien, c'est notamment le problème de ce qu'on appelle la réalité des simulations. Par exemple, hein, il y a toute une littérature, mais avec le fameux article de Nick Bostrom, qui a notamment influencé, ou qui était en écho, hein, à la réflexion qui a donné lieu au film Matrix. Voilà. Est-ce que cette réalité dans laquelle nous évoluons et que nous créons, la réalité liée au système technique, n'est pas susceptible de nous perturber sur le plan de la réalité ontologique? Alors, je ne vais pas développer, mais c'est tout à fait important, je crois, quand on veut faire une vraie éthique philosophiquement fondée, de s'apercevoir, de se demander de quelle manière le système technique, si vous voulez, découpe la réalité, nous renvoie à une forme de réalité. Bon, moi, je ne vais pas me concentrer là-dessus, bien que cela m'intéresse particulièrement. Je vais aborder l'autre ligne, à savoir les problèmes de éthique et politique, problèmes de type éthique et politique, au sens plus restreint du terme, qui se formule ainsi, puisque la calculabilité consacre l'autorité de l'expertise mathématique, aujourd'hui, hein, des algorithmes, quelles sont les conséquences? Les conséquences, je crois, c'est qu'il nous faut trouver des règles d'action. Voilà. Et ces règles d'action, c'est un point qu'il faut savoir, ce n'est pas évident de les trouver. Il y a plusieurs réponses possibles. La réponse classique des informaticiens, quand ils se posent des questions d'éthique, c'est la réponse qui est celle de ce qu'on appelle la computer ethics. Alors, c'est une des expressions du besoin éthique, hein, c'est-à-dire du besoin de se donner des règles quand on agit en vue de faire le moins de mal possible ou même faire quelque chose de bien, d'éthiquement acceptable. Alors, la computer ethics et l'éthique adaptée, finalement, au travail de l'informaticien, puisqu'elle porte sur le travail scientifique et technique et aussi sur le résultat de ce travail, c'est-à-dire sur le système technique lui-même. Ce travail et son résultat, dans une telle optique, doivent, pour souscrire à ce qui est bien juste, hein, c'est une injonction, vous voyez, d'une part être transparent et explicable, d'autre part ne pas biaiser consciemment, en tout cas, les outils, les calculs et leurs outils, mais au contraire s'efforcer de les débiaiser. Alors, il y a une chaire qui finalement est parallèle à la mienne dans l'Institut Miaille, hein, c'est celle de Marie-Christine Rousset et de Patrick Loiseau, qui s'intéresse donc à la fairness des algorithmes, à la question de l'explicabilité et de la transparence. Alors, cette éthique, pour nous philosophes, on l'identifie comme de type utilitariste, c'est-à-dire qu'en fait, elle va toujours sous-peser, finalement, les moyens et les fins, les coûts et les bénéfices. Son résultat, c'est une certaine fiabilité des systèmes, ce qui fait qu'on peut arriver à un paradigme, c'est un véritable paradigme, de ce qu'on appelle donc l'IA digne de confiance, tel qu'il a été développé récemment et promu même par donc la Commission européenne, avec le travail de 52 experts qualifiés, hein, un travail de très grande qualité. Alors, la limite de ce travail, c'est qu'il ne dit rien sur le sens ou l'essence de ce système technique pour l'humain et pour la société. Vous voyez, c'est une éthique ad hoc, extrêmement efficace, bon, okay, qui est très très utile et nécessaire, je le souligne. Il n'en demeure pas moins qu'en tant que philosophe, réfléchissant sur l'innovation et sur les dynamiques démocratiques avec des rapports de force qui les sous-tendent, hein, des positions d'intérêt, d'une certaine manière, c'est sans doute insuffisant. Ce qui fait que d'autres formes de réponses sont possibles, et très rapidement, je vais en indiquer deux pistes et en développer une. Il y en a une qui est centrée sur l'humain et une qui est centrée sur le politique. D'abord, l'éthique de l'IA qui serait centrée humain. Alors, ce n'est pas tout à fait idiot de dire qu'il y a dans la tradition éthique, disons de philosophie morale, la grande tradition occidentale, de puissantes ressources pour qualifier notre situation. Mais dans ce cas, on ne va pas se demander si tel ou tel algorithme est bon ou mauvais, s'il est juste ou injuste, voire bien ou mal. On va s'intéresser à la réalité humaine. On va s'intéresser, par exemple, dans la première sous-famille que vous voyez, la famille déontique, à l'expérience du devoir avec des auteurs classiques, les deux premières vignettes, Kant et Dostoïevski,
qui nous explique finalement que l'éthique concerne toujours le débat de la conscience avec elle-même. On peut très bien dire, de ce point de vue, que le concepteur d'IA, eh bien, c'est celui qui est amené à se poser lui-même les questions du bien et du mal, étant donné ses propres valeurs et la projection de ces valeurs dans une société désirable via le système technique qu'il est en train de créer. Ça peut concerner aussi l'usager qui doit, en toute conscience, s'interroger sur le fait de savoir si telle ou telle plateforme est suffisamment transparente, suffisamment juste et honnête pour pouvoir être utilisée. Donc on voit bien comment cette éthique déontique classique, elle peut être utilisée. De même, ce n'est pas tout à fait idiot de dire que l'éthique arétaïque, la bonne vieille morale des vertus et des vices de l'Antiquité, peut être mobilisée d'une certaine manière pour penser une société désirable au sein de laquelle se déploie l'IA. Très concrètement, si je peux dire les choses comme ça, l'usage de tel ou tel algorithme rend-il les humains plus vicieux ou plus vertueux? Alors, bien entendu, cela est une approche arétaïque ou néo-arétaïque de ce système technique particulier qu'est l'IA, implique évidemment qu'on définisse bien ce qu'est la vertu. En fait, les deux philosophes que j'ai montrés à l'écran, c'est-à-dire d'une part Aristote et d'autre part Saint-Augustin, pour le premier dans une optique, si l'on veut, profane, et pour le second dans une optique plutôt religieuse, l'un et l'autre font un travail de qualification philosophique de la vertu. Il ne s'agit pas d'appliquer des vertus qu'on apprendrait au catéchisme, pour dire les choses brutalement. Mais dans l'un et l'autre cas, et comme chacun sait quand on étudie un peu d'éthique, il y a un travail qui est fait sur le pour et le contre, afin de créer des sortes de profils psychologiques de vertu qui sont socialement et humainement intéressants pour se développer, quoi. Alors, je ne vais pas insister là-dessus. Cette piste, je la minore relativement pour passer à la dernière piste que je vais très rapidement développer. C'est ce que j'appelle l'éthique de l'IA centrée-cité, dont finalement la visée est une cité, disons, juste et heureuse. Alors, dans cette perspective, il y a là encore, deux sous-familles qui apparaissent, l'éthique de type axiologique, qui privilégie une valeur supérieure, et l'éthique que je qualifie de politique. L'éthique axiologique, elle peut concerner la parole de Dieu dans la révélation qui est faite selon les monothéismes, ou dans une toute autre modalité évidemment, mais non moins fortement, chacun le sait, dans la perspective écologiste, ou avec Ancionas qui apparaît dans la deuxième vignette, vous voyez, en fait, pour le fondateur de l'écologie philosophique et politique, dans le principe responsabilité, son grand livre de 1979, il faut tout juger à l'aune de ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'il n'appelait pas lui-même comme ça, la durabilité. Donc c'est une éthique intéressante, évidemment, pour l'IA. Il est clair que une IA juste du point de vue écologiste est quelque chose qui doit être entendu aussi. Vous voyez, on s'aperçoit ici, avec cette restitution des différentes possibilités, qu'à côté de l'IA de l'éthique technocentrée de l'IA, donc la computer ethics, finalement, le dialogue des différentes éthiques, je souligne ce point, le dialogue des différentes éthiques est très intéressant pour parvenir à quelque chose d'intéressant dans l'accompagnement philosophique et éthique dont l'IA a besoin. Alors, quelques mots quand même un peu plus précis sur ce que j'appelle l'éthique politique. Elle me semble particulièrement adaptée, et renvoie bien à ma culture d'origine, celle de la philosophie politique, à ces espaces qui sont les nôtres, ces sociétés démocratiques, qui sont, comme le disaient très bien Hannah Arendt et Claude Lefort, deux philosophes qui m'inspirent beaucoup, des espaces d'indétermination. Lefort évoquait vraiment l'indétermination, donc c'est un philosophe politique français qui est mort en 2010, dans son grand livre « L'invention démocratique » de 1981, il évoquait l'impossibilité pour les sociétés démocratiques de coïncider avec elles-mêmes. Il y a un jeu indéfini de paroles, de confrontation, de contestation au sein du débat public. Cette pensée était elle-même inspirée de ce qu'il avait lu d'Hannah Arendt, dont il est un peu l'équivalent français, Claude Lefort, Hannah Arendt, qui était morte en 1975. L'idée était que, pour Arendt, l'espace public permettait à nos types de sociétés qui sont en mal de projection dans un futur, faute d'un passé suffisamment arrimé, eh bien, de se déterminer, de s'orienter. Arendt cherchait, peut-être vous le savez, le point d'Archimède de la pensée pour refonder finalement le jugement, ce qui est si nécessaire en démocratie, après finalement que le totalitarisme ait tout perturbé. Alors, en fait, de ce point de vue, vous voyez que la résolution de l'indétermination peut se faire par le débat public.
Et éthique, pour cette ligne de pensée qui m'est particulièrement chère, un système technique qui favorise les droits humains, donc qui ne les laisse pas, on retrouve l'enjeu de la computer ethics, mais aussi qui permet de les réaliser, notamment peut-être en incapacitant les gens. La théorie des capacités, héritée d'Amartya Sen, par exemple par la philosophe états-unienne Martha Nussbaum, est sur ce point particulièrement pertinente, je trouve. Donc vous voyez que cette éthique politique, en laquelle personnellement je mets certains espoirs, suppose un espace public ouvert et une sorte de maturité de l'esprit critique pour recevoir ces questions. Ça implique aussi, du coup, une bonne connaissance des débats techniques. Alors, c'est dans cet esprit que j'ai proposé à mes tutelles, mon équipe de recherche, la direction de l'équipe de recherche, la direction de MIAI, et puis c'est dans cet esprit que je suis accompagné par Grenoble-Alpes Métropole et aussi par la région AURA, la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour proposer des états généraux de l'éthique de l'intelligence artificielle, et qui loin d'être de la simple médiation scientifique, auront lieu donc entre septembre et novembre 2021, vraiment dans le but de non seulement faire monter le niveau de conscience, mais aussi que les citoyens, les responsables d'associations, les promoteurs des sociétés savantes, les experts, les politiques, les simples citoyens aussi, puissent s'emparer des questions pour savoir ce que serait une IA, des systèmes d'IA qui seraient donc désirables. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je m'arrêterai là. Thierry, à t'entendre, effectivement, ça ouvre réellement les perspectives. Plus j'avance dans l'IA, plus je me dis que c'est effectivement, certes, une science dure, entre guillemets, qui devrait se connecter de plus en plus, parce qu'on traite quand même avec la cognition et la décision des gens, etc. Et à t'entendre, effectivement, moi, je m'étais arrêté à la computer ethics et je vois que c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ce qu'on a pu voir, que ce que je pouvais croire. Et effectivement, définitivement, je suis pas philosophe. donc merci pour cette ouverture d'esprit. Avant de donner la parole à Théodore, je vous engage à poser vos questions ou vos réactions ou vos commentaires dans le chat, donc qui est dans l'interface utilisateur de l'outil. Et effectivement, j'inviterai nos intervenants à réagir à vos questions et commentaires à l'issue de la présentation de Théodore. Théodore, si tu peux nous rejoindre, je te passe la parole. Merci beaucoup, Philippe. J'espère que vous pouvez m'attendre. Je vais, comme l'a fait Thierry, vu que ma bande passante, j'ai déjà des alertes, donc je vous dis juste bonjour à tous. Et après cela, j'enlève ma webcam pour espérant que le son va bien passer. C'est toujours un très grand plaisir d'échanger avec Thierry et de l'écouter. Et je n'aurai aucune difficulté pour dire que je suis d'accord avec les idées qu'il a présentées, y compris au départ sa réflexion sur le cercle, ce qu'il appelait les cercles vertueux entre le droit et l'éthique. Je voulais apporter quelque chose à cette réflexion qui ne met pas du tout en cause, mais juste un élément d'information. Et que ce qui est assez intéressant, donc moi je suis juriste, je ne suis pas du tout philosophe, et Thierry mène la réflexion sur les relations entre l'éthique et le droit de façon brillante. Je ne peux pas me substituer à lui, juste apporter un élément d'information que dans notre monde de juristes, avec souvent une approche très opérationnelle des choses, ce que l'on voit souvent, surtout en matière d'intelligence artificielle, c'est que, par exemple, des ONG, la société civile, beaucoup de personnes considèrent que dire que l'IA doit se limiter aux règles éthiques n'est absolument pas suffisant. On a le sentiment, donc encore récemment, il y avait une grande lettre par plusieurs ONG qui disait « Attention EU regulators, we need more than AI ethics to keep us safe ». Un sentiment en quelque sorte, et peut-être Thierry peut continuer sa réflexion en tenant compte aussi de cet élément,
Un sentiment selon lequel toutes ces grandes boîtes qui ont fait le board d'éthique, on voit avec Google comment ça se passe d'ailleurs de façon extrêmement problématique, qui ont financé des chaires d'éthique, etc., que finalement, on les soupçonne d'avoir un peu d'arrière-pensée, c'est-à-dire on a un peu le sentiment que l'éthique n'est pas quelque chose de contraignant, n'est pas quelque chose qui peut être que les individus peuvent invoquer devant un tribunal, n'est pas quelque chose qui va permettre à quelqu'un d'être indemnisé s'il a été lésé par une application de l'IA. Et c'est toujours ce sentiment qu'on a absolument besoin des règles. On a besoin des règles dures. Et j'aimerais donc dans cette... je prends la main aussi sur le PowerPoint. J'aimerais... C'est exactement là que nous commençons notre travail. Et je vous invite, on a créé ce site ai-regulation.com qui reflète nos travaux. Et je vous invite, si vous avez des intérêts sur ces questions, de façon générale, mais aussi de façon dans des domaines spécifiques, je vous invite à venir et à suivre notre site, nous suivre aussi sur Twitter. Et parce que ce qu'on fait, qu'on a vraiment une grande ambition de faire de ces sites Internet une sorte de référence mondiale pour que toute personne qui s'intéresse à la régulation dans un domaine précis, que ce soit la reconnaissance faciale, que ce soit les virtual assistants and chatbots, smart cities, des questions de santé et IA, les voitures connectées, les questions de sécurité internationale et IA, y compris l'utilisation par l'armée, ou encore une autre rubrique que nous avons, c'est Data Manipulation, AI and Democracy. Nous avons la grande ambition que chaque chercheur qui travaille sur ces questions et qui s'intéresse à la question de la régulation des règles puisse venir dans le site et trouver des informations extrêmement utiles. Nous avons mis en place un système de tags qui vont permettre de circuler très facilement, de trouver des informations qui vous intéressent précises. Et nous publions deux sortes de choses. D'une part, des articles avec une approche plus réfléchie, des articles qui peuvent parfois faire jusqu'à des vraies études 100 pages ou de contributions plus courtes. Et puis, nous publions une série de news nous publions chaque semaine de news sur tout ce qui bouge. Si vous allez sur notre site, vous allez trouver toutes les informations sur, par exemple, la publication des guidelines du European Data Protection Board sur le Virtual Voice Assistant ou sur les voitures connectées qui viennent de paraître. Les dernières informations sur l'utilisation par le gouvernement des outils d'IA pour détecter si des gens portent des masques dans les stations, etc., et toutes les questions juridiques qui se posent. Vous allez trouver là beaucoup plus d'informations sur ce que je veux seulement survoler dans les 16 minutes qui me restent ici. Et pendant lequel j'aimerais, donc évidemment, la question de la régulation de l'IA se pose sur le plan universel. Il y a beaucoup de travaux de la part de plusieurs organisations internationales. Et je ne vais pas ici, l'OCDE, par exemple, est très actif, a été la seule organisation qui a pu adopter un document consensuel sur le plan universel pour l'instant avec certains principes qui doivent guider l'utilisation de l'IA. Nous avons plein d'autres organisations qui travaillent, mais évidemment, de loin, les évolutions les plus importantes se font au niveau de l'Union européenne. Et quand la nouvelle commission a été instaurée, ils avaient annoncé qu'ils vont proposer des règles pour réguler l'intelligence artificielle en 100 jours. Rien que c'est là. Autant réguler l'électricité en 100 jours, vous comprenez que c'est extrêmement ambitieux. Mission impossible parce que l'IA, ce n'est pas un bloc monolithique. En réalité, il y a une centaine de questions différentes qui se posent dans des domaines très différents. Et évidemment, l'Union européenne l'a réalisé. Au lieu de sortir donc une régulation, ils ont sorti un white paper extrêmement important dont vous voyez une capture d'écran sur le slide. Ils ont lancé une consultation. Notre chaire a participé à cette consultation et malheureusement, je pense que c'est en très petit le slide et vous ne pouvez pas voir le fait que l'Union européenne a reçu énormément de contributions, plus de 1250 contributions
au-delà de notre chair, qui proviennent en effet très souvent, qui proviennent des gouvernements, le gouvernement allemand, plusieurs genres de gouvernements déposés, des ONG, qui proviennent de toutes les boîtes que vous pouvez imaginer, de toutes les GAFAM, et toutes les autres boîtes qui travaillent dans ce domaine, et de certaines des autorités publiques et de certains instituts académiques dont le MIAI. Et cette consultation a été extrêmement importante, donc très riche, et si la question vous intéresse, vous pouvez aller chercher plus d'informations sur le site parce que toutes ces contributions sont publiées, mais juste dans le 14 minutes qui me reste, quelques highlights. Donc, la consultation, c'était vraiment sous forme de questions. Après, on pouvait déposer un document avec des développements beaucoup plus importants. Une de ces questions que j'ai choisi pour vous présenter aujourd'hui, c'était, quelle est finalement pour vous la plus grande préoccupation concernant l'IA? Et il y avait une série de réponses que l'IA peut compromettre la sécurité, peut porter atteinte aux droits fondamentaux, peut entraîner des résultats discriminatoires, peut prendre des mesures dont les motifs ne peuvent pas être expliqués, ou alors le fait que l'IA peut être il peut être plus difficile pour les personnes ayant subi un préjudice d'obtenir réparation, ou que l'IA n'est pas toujours exacte. Et je vous montre, on ne va pas voter ici, on n'a pas le temps, mais je vous montre les résultats. Vous voyez que de loin, les plus grandes préoccupations ont été les risques pour les droits fondamentaux et les risques de discrimination, enfin, ce qui revient à la même chose parce que la prohibition de la discrimination fait partie des droits fondamentaux. En réalité, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a beaucoup de droits fondamentaux qui peuvent être affectés par une mauvaise utilisation de l'IA. Évidemment, le droit à la protection de la vie privée et à la protection des données personnelles. Je vais y revenir, mais aussi, par exemple, la liberté d'expression. On peut imaginer ce qu'on appelle les filtering machines qui sont utilisées, donc l'utilisation de l'IA pour faire la modération des contenus sur les plateformes. Pour Trump, on le fait plutôt en utilisant des humains, mais pour des milliards de personnes, on le fait souvent en utilisant de machines. Et on voit tous les jours, pratiquement d'ailleurs, des cas, des gens qui râlent sur Twitter parce qu'on a censuré du contenu qui était parfaitement licite. Ensuite, c'est rétabli après 2-3 jours, je ne sais pas. Mais vous comprenez que ça peut poser beaucoup de problèmes. Le problème de décision qui pourrait être fondée sur des processus automatiques qui pourraient être biaisés. Le problème de deepfakes, de l'utilisation dans les processus électoraux qui peuvent menacer carrément les processus démocratiques. Et évidemment, tout ce qui concerne la discrimination avec la possibilité, en effet, d'avoir des systèmes d'IA qui peuvent être biaisés par des partis pris ou par des bases de données incomplètes ou reflétant des discriminations ou des biais humains. Et donc, à partir de là, la Commission a demandé, OK, très bien, vous avez ces préoccupations. À votre avis, quelle est la meilleure façon pour répondre à ces préoccupations? Est-ce que vous pensez que la législation actuelle suffit ou pensez-vous que nous avons besoin de nouvelles règles? Est-ce qu'on a besoin d'adapter la législation actuelle ou on a besoin de nouvelles règles? Et c'est assez intéressant parce qu'il y a que 3% des répondants qui disent que tout ce que nous avons actuellement suffit. 33% disent que, OK, nous avons des règles, je vais y revenir, mais il faut les adapter parce qu'ils peuvent présenter des lacunes. Et 42% disent que nous avons absolument besoin de nouvelles règles. Alors, sur le fait que nous avons des règles, en effet, qui existent déjà, donc quelques commentaires par rapport à ces réponses. Donc, évidemment, 33%, ils ont raison. Nous avons des règles, beaucoup de règles. Si on commence par le RGPD, que vous connaissez tous, le Règlement général sur la protection des données personnelles, il comporte énormément de règles qui
s'appliquent à l'IA, tous les RGPD s'appliquent à l'IA, évidemment, à partir du moment où nous avons des données personnelles. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons des règles spécifiques dans les RGPD qui concernent l'utilisation de l'IA, que ce soit sur le processus de décision automatique ou alors sur l'utilisation des données biométriques, par exemple, qui font immédiatement passer à la régulation faciale. La reconnaissance faciale, pardon, elle est déjà réglementée par les RGPD. Et nous avons beaucoup d'autres règles. Je vais y revenir à la fin sur les règles en matière de responsabilité, par exemple. Donc, nous avons beaucoup de règles déjà dans l'Union européenne importantes qui s'appliquent en matière d'IA, et toutes ces règles sont technologiquement neutres. Elles s'appliquent quelle que soit la technologie, donc elles couvrent aussi l'IA. Sauf que, en effet, quels sont les problèmes? Bon, tout d'abord, on a besoin quand même, c'est bien de dire que nous avons des rules qui sont technologically neutral, mais encore faut-il le préciser. Il a vraiment un besoin d'entrer dans les détails et préciser comment s'applique, par exemple, les RGPD en matière de reconnaissance faciale et quelles en sont les conséquences. Ensuite, le deuxième problème que nous avons détecté dans nos travaux au sein de la chaire, c'est que souvent, en effet, oui, on a ces textes très importants, mais chaque pays les interprète pour lui-même. Et chaque, par exemple, autorité de protection de données, disons la CNIL en France, prend des positions. Il a publié beaucoup de positions sur ces questions en matière, par exemple, de reconnaissance faciale. Mais si vous comparez avec les positions similaires dans des DPAs, des Data Protection Authorities, des CNIL, dans les autres pays, vous allez voir qu'il y a parfois des divergences. Donc, ce serait très bizarre. Si on prend une question toute bête comme l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les aéroports, qui intéresse énormément les entreprises, Air France, etc., Aéroport de Paris, ils te disent que, attendez, si vous si vous interprétez les règles existantes de façon beaucoup plus restrictive, c'est que le font vos homologues en Allemagne, au Portugal, ou en Espagne, ou en Italie, on va se trouver handicapés parce que nous, on ne va pas pouvoir utiliser certains outils que, par exemple, British Airways ou Alitalia ou d'autres vont pouvoir utiliser dans leurs pays respectifs. Et vous comprenez donc que nous avons un risque de fragmentation entre les pays de l'Union européenne, nous avons besoin d'unité. Et après, nous avons la grande question, donc ça c'est les rouges plutôt, les 42%, est-ce que vraiment nous avons des règles pour tout? On peut constater qu'il existe de véritables lacunes où nous avons besoin de nouvelles règles. Je vais vous donner précisément quelques illustrations. Alors, normalement, ces slides s'ouvrent l'un après l'autre, ce point d'interrogation. Donc, des règles nouvelles, des règles de façon générale, mais pourquoi? En effet, ça, c'est la très grande question qui se pose actuellement au sein de l'Union européenne, avec des débats qui sont vraiment enflammés, parce que, tout simplement pour le dire de façon simple, les entreprises, mais aussi les États, ont peur, d'un côté, ressentent le besoin pour adopter de nouvelles règles, et de l'autre côté, ont énormément peur que nous allons freiner en adoptant de nouvelles règles. Déjà, l'RGPD est souvent accusé d'imposer trop d'obligations aux entreprises. Très franchement, aujourd'hui en Europe, la première chose qu'une start-up technologique doit faire, doit recruter, la première personne qu'une start-up technologique doit recruter, c'est un juriste. Vous ne pouvez pas travailler dans le domaine de l'IA actuellement ou dans le domaine personnel sans avoir de près un DPO, un Data Protection Officer, qui va vous conseiller sur comment utiliser les données. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici, par exemple, parmi vous qui travaillent dans le domaine des données de santé, qui essaient d'appliquer de l'IA. Je vous souhaite bonne chance de le faire si vous n'avez pas un accompagnement en matière de protection des données personnelles. Et donc, les entreprises disent attention, parce que si vous adoptez une deuxième vague de règles spécifiques sur l'IA, vous allez freiner l'innovation. Et qu'est-ce qu'on va avoir après? On va avoir une situation grave où en Chine, aux États-Unis, on va pouvoir utiliser de l'IA. On le fait d'ailleurs déjà, et l'Europe ne va jamais pouvoir rattraper les retards. Au contraire, même, on va se trouver encore plus handicapé et le gap va devenir encore plus important. Donc, la réflexion tourne. Ce que la Commission a proposé dans son papier, c'était en effet de limiter les nouvelles règles aux high-risk applications,
Donc, juste aux applications qui seront, selon un critère cumulatif qui est proposé par la Commission, on va concerner tout d'abord des domaines qui sont high risk, par exemple la santé ou les transports, et puis le déploiement lui-même à l'intérieur de ce domaine présente des risques importants pour les libertés. Et là, vous comprenez qu'il y a un énorme débat qui est actuellement juridique qui concerne c'est quoi vraiment une application high risk, comment est-ce qu'on va la définir. On critique la Commission en disant que finalement son approche est assez problématique. Et la Commission, donc, elle va annoncer dans 20 jours, si on refait ce séminaire dans 20 jours, normalement c'est le 21 avril que nous allons avoir le projet législatif tant entendu sur ces questions. Et la Commission, on va voir si la Commission va rester dans cette logique selon laquelle on se focalise juste sur les high-risk applications et avec quelles conséquences, ou alors si elle entre dans une approche plus raffinée, on a high-risk, medium risk, low risk, etc., en utilisant un peu les différentes catégories du droit que nous avons dans les différents pays, y compris en matière de droit de l'environnement ou dans d'autres domaines. Et évidemment, nous avons aussi, c'est le dernier point de l'interrogation, malheureusement, c'est très dommage parce qu'on travaille énormément sur cette question au sein de la chaire, sur la régulation de la reconnaissance faciale, et il y a une très grande demande de la part des ONG, de la société civile, qui ont lancé la campagne Reclaim Your Face, d'interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les espaces publics. Mais là aussi, il y a des résistances, il y a des gens qui disent pourquoi faire ça? Il faut sans doute poser des lignes rouges dans un certain nombre de domaines pour certaines applications, mais après, il ne faut pas se priver de choses qui pourraient se montrer utiles. Par exemple, je ne sais pas, prévenir un attentat dans un marché de Noël en faisant en sorte qu'on puisse détecter un terroriste qui essaye d'y entrer. Et on utilise ce type d'argument que je ne peux pas ici, malheureusement, développer davantage, mais peut-être pas dans notre échange, parce qu'il ne me reste que 3 minutes. Donc, une autre très grande question juridique qui se pose au niveau européen de façon plus générale, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, OK, imaginez, on réussit à trouver une définition consensuelle de high risk applications. Après, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Est-ce qu'il faut, par exemple, se dire qu'un développeur, vous êtes un développeur, vous n'allez pas pouvoir lancer une application IA quelconque sans avoir obtenu une sorte de certification. Donc, où faut-il entrer plutôt dans la logique du RGPD qui déjà impose, si vous, aujourd'hui, vous voulez lancer une application quelconque qui présente des risques élevés pour les données personnelles, vous avez l'obligation de faire un DPIA, Data Protection Impact Assessment, et il vous convient donc, c'est-à-dire que c'est à vous la responsabilité, vous faites ça, et vous dites, OK, on a fait ça, on lance l'application en prenant toutes les mitigation measures, etc. Et puis, si vous vous trompez, on vous tient responsable. Et il y a certaines personnes, vous voyez dans cette consultation, par exemple, dans le rouge surtout, 25% disent compliance should be assessed ex ante by means of an external conformity assessment procedure. Il n'y a rien de meilleur si on applique cela que pour freiner l'innovation. Vous imaginez quelle énorme bureaucratie on va créer si on commence à avoir donc de certification et empêcher les gens de lancer des applications. Et ça, c'est un très, très grand débat sur ce qu'il faut faire actuellement. Vu qu'il ne me reste que 2 minutes, Philippe, et si mon dernier slide passe, juste pour vous dire qu'un très, très grand débat concerne la question de la responsabilité, de la compensation. Et nous avons des débats extrêmement animés et j'aurais énormément voulu échanger avec Thierry, mais on aurait pu consacrer le séminaire d'aujourd'hui exclusivement sur cette question. Mais allez voir un peu les articles qu'on a publiés sur notre site sur est-ce qu'il faut donner au robot, à l'IA, une personnalité juridique propre. Et il y a eu des lettres, des réactions très fortes à cette idée, y compris par de data scientists. 156, plus précisément, en 2018, ont publié une lettre qui disait que granting robots legal personhood would be inappropriate from a legal and ethical perspective. Et en effet, il existe pourtant de bonnes réponses à cela en disant que finalement,
ça pourrait être aussi quelque chose de positif, que human conscience is not a prerequisite for legal personality. On a les personnes morales, par exemple, en droit, qui ont une personnalité juridique, alors qu'ils n'ont qu'une conscience humaine, et que finalement, les utilisateurs des applications IA pourraient être beaucoup mieux placés à avoir une relation one-on-one, donc savoir contre qui se tourner en cas de problème, contre une IA qui aura la personnalité juridique, plutôt que d'essayer de remonter la chaîne de causalité de toutes les personnes qui ont participé, par exemple, à la fabrication d'une voiture autonome ou autre chose, et que finalement, une personnalité juridique pour l'IA pourrait permettre d'apporter de la flexibilité, une meilleure compensation et la proximité, parce que vous n'allez pas, imaginer dans le cas d'une voiture connectée, vous n'allez pas commencer à porter plainte en Corée du Sud ou aux États-Unis, etc. Vous allez pouvoir vous tourner contre quelqu'un qui se trouve près de l'endroit où vous avez subi l'accident. Et nous avons un énorme débat que je ne peux pas présenter ici parce que je viens d'épuiser mes 20 minutes sur la question de savoir comment aussi adapter les règles sans créer une personnalité juridique pour les robots, des règles existantes. Nous avons surtout une directive sur la responsabilité du fait des produits qui date de 85, qui est extrêmement utile, qui est aussi technologically neutral, mais qui a absolument besoin d'être révisée pour tenir compte de la complexité, la connectivité, l'opacité, la vulnérabilité, l'autonomie des systèmes de l'IA, c'est que ce vieux texte de 85 est incapable de faire. Et je termine ce slide juste pour vous dire que tout cela donne lieu à des débats extrêmement animés sur le plan européen. Par exemple, récemment, vous voyez à gauche dans le slide, il y a eu 14 pays, y compris la France, avec la signature de Cédrico, qui ont envoyé une lettre à la Commission en disant « Hop, attention !» N'allez pas trop loin de la régulation parce que vous allez bloquer l'innovation, vous allez bloquer le développement de l'IA en Europe. Réponse, le 21 avril. Merci beaucoup, Philippe, pour votre attention. Merci beaucoup à toi, Théodore. C'est réellement éclairant pour quelqu'un qui est vraiment pas dans le domaine. Il y a pas de questions dans le chat pour l'instant, donc je vais lancer un débat et j'aimerais bien que vous réagissiez tous les deux avec vos deux éclairages différents. Donc effectivement, l'éthique, se préoccuper d'éthique sur des choses comme l'IA, c'est crucial. Hein, on n'arrivera pas à faire la promotion de ces outils-là si c'est pas accepté par leurs utilisateurs. Et également, il y a certainement un besoin de régulation. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, cette régulation, elle se fait principalement au niveau européen. Et du coup, est-ce que ça risque pas d'être un frein, non pas seulement à l'innovation, mais également au business? Parce qu'aujourd'hui, la concurrence sur l'IA, elle est asiatique, elle est américaine. On a mis en place RGPD qui était censé effectivement résoudre certaines choses. Les premiers à avoir contourné les RGPD, c'est les grands acteurs dont je viens citer l'appartenance. Donc, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça, Théodore ou Thierry? Tu peux m'attendre, Philippe? Oui, je t'entends. Oui, très bien. Absolument. Je pense que tu soulèves là un problème absolument fondamental qui se trouve au cœur de tous les débats. Sachant que nous avons quand même dans d'autres parties du monde, on va aux États-Unis par exemple, pas sur le plan fédéral, mais sur le plan plutôt local de villes, plusieurs villes, San Francisco et autres, qui adoptent par exemple des interdictions en matière d'utilisation de certaines utilisations de la reconnaissance faciale. Donc, évidemment, précisément parce qu'il y a des questions éthiques extrêmement fortes. Je reviens à ce que Thierry nous a dit tout à l'heure sur comment l'éthique informe le droit. Et je pense que c'est une des meilleures illustrations. Précisément parce que nous avons des considérations éthiques très fortes. Il y a des réactions ailleurs, soi-disant, même la Chine commence à adopter des règles en matière de régulation. Mais ceci étant dit, franchement, tu as à 100% raison. Tout cela reste plutôt anecdotique et limité. Et la très grande préoccupation en Europe, c'est de ne pas freiner l'innovation parce que on dit oui, peut-être on va devenir un arbitre en ce qui concerne la régulation de l'IA, mais les arbitres ne gagnent pas le match. Et donc, referees don't win. Et donc, l'énorme débat, précisément,
c'est d'une part, qu'est-ce qu'on va faire ici, et d'autre part, comment est-ce que l'Union européenne pourrait devenir une locomotive, parce que vous savez, par exemple, on parle du RGPD, mais le RGPD qui est souvent conçu, moi je suis un grand fan du RGPD, le RGPD, il a été adopté, il a influencé la législation de 120 pays différents. Donc, le RGPD, pour différentes raisons que j'explique, si ces questions vous intéressent, ces questions géopolitiques, vous pouvez aller sur le site de EA Regulation et vous allez trouver une très longue étude de 110 pages que j'ai publiée sur la souveraineté numérique européenne, où j'analyse en détail le mécanisme, par exemple, par lequel les RGPD ou d'autres règles européennes sont devenues des règles universelles. C'est absolument ahurissant. Les différents mécanismes sont vraiment impressionnants et on voit que plus de 120 pays ont imité le RGPD, ont adopté des règles similaires. Si cela se produisait en matière de régulation de l'IA aussi, évidemment, tu n'aurais plus de soucis à faire, Philippe, parce que, en effet, on pourrait créer un level playing field où tout le monde joue avec les mêmes règles. Mais c'est loin d'être acquis en matière d'IA parce que les mécanismes que j'explique précédemment dans mon étude ne sont pas les mêmes. Et on pourrait très bien se trouver en Europe, donc, avec des règles très contraignantes pour notre business et le développement de l'IA que nous n'avons pas ailleurs, et ça va créer de gros problèmes. Ouais, moi, je voudrais juste... On m'entend, là? Oui, on t'entend, Thierry. Voilà, je voudrais juste rebondir aussi. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et la question est très bonne. Il y a simplement une autre donnée, un autre ordre de fait, je crois qu'on peut ajouter, ce qui rend le problème complexe. La compétition pour l'innovation, en effet, elle est mondiale, dans ce secteur comme dans d'autres. Voilà. Donc, en effet, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied en permanence avec un principe de précaution, par exemple, qui serait malvenu. Je ne dis pas en lui-même, mais malvenu parce que le travail éthique et juridique, il est là quand même. Je veux dire, il y a des gens attentifs, il y a des normes, etc. Mais bon, il y a en effet un marché mondial et il faut faire attention à ce qu'on fait en Europe parce qu'on n'est pas en situation de force. Mais il y a aussi une réalité au-delà de la géopolitique et qui informe la géopolitique, une réalité culturelle. C'est-à-dire que les systèmes techniques, ils sont toujours bifaces. D'un côté, ils ont une portée universelle, les marchés sont mondiaux, et d'un autre côté, ils sont culturellement situés. On sait bien que la révolution des GAFAM, c'est une révolution culturelle aussi bien. C'est-à-dire que ça transforme les usages à partir d'une socialité qui n'était pas la nôtre, celle de la vieille Europe, bon, qui n'était pas totalement incompatible. La preuve, ça a bien marché. À l'ouverture, c'est fait. Ces applications, elles utilisent ces plateformes. D'un autre côté, vous voyez comment le crédit social chinois qui utilise des systèmes algorithmiques dans un sens qui nous déplaît fortement, c'est une réalité culturelle. C'est une réalité culturelle. Alors, c'est intéressant, je crois, de souligner cette complexité-là supplémentaire, parce qu'en fait, elle va avoir finalement une action, parce que la techno, elle n'est jamais, même quand elle est, disons, assez fondamentale, autre chose qu'adressée à des marchés particuliers. Et ceux-là sont culturellement déterminés. Donc, je pense qu'on a raison aussi d'être attentif à ce qui se passe dans les usages sur l'innovation. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire, parce que là jouent des éléments qui viennent relativement nuancer la dimension universelle de la compétition mondiale. Ouais, je suis complètement en ligne avec ce que vous avez dit tous les deux. On a une question dans le chat donc c'est Irène qui se pose la question de savoir s'il y a des working groups interdisciplinaires qui travaillent sur l'IA pour un peu donner des guidelines en bon français, donc pour guider les technologies au fur et à mesure où ces technologies sont mises en œuvre, plutôt que de réguler, légiférer une fois qu'elles sont déjà sur le marché ou une fois qu'on juge ce qu'elles font réellement. Oui, en effet, ce qui se passe, c'est qu'on voit au sein de plusieurs entreprises qui travaillent dans le domaine de l'IA et que précédemment, on a créé ces ethic boards, on a créé donc des organes, mais plutôt internes, qui ont précisément pour objectif, pardonnez-moi, juste, Thierry, tu peux prendre les relais et je vais continuer ma réponse après, s'il te plaît. Oui, tout à fait. En fait, moi, pour répondre à la question d'Irène, moi, je dirais que en fait, ces working groups, ils existent déjà, je pense, dans le travail des firmes, quand elles ont en vue le développement technologique et ensuite l'implémentation d'une techno dans un marché. Il est bien entendu, moi étant connaisseur de l'innovation par les usages et de la régulation, si j'ose dire, employant le mot favori de Théodore, de l'innovation par les usages, il est évident que le profilage de telle ou telle techno se fait en fonction de tel ou tel marché qui est compatible avec. C'est-à-dire que je crois qu'en effet, on n'attend pas, on attend même rarement une régulation finale.
Même si, en effet, le travail de l'Union européenne, par exemple, vient rectifier éventuellement des choses en corrigeant le tir de certaines perspectives. Donc, je pense qu'il y a un travail qui est en cours. L'IA relève de tellement de technologies, qui plus est, qu'on a un point de vue un peu général là, pour pouvoir répondre à cette question. Merci beaucoup. Ce que j'observe, parce que j'interagis avec quelques sociétés, alors pas internationales, mais plutôt locales, régionales, nationales. Ce que je vois, la tendance que je vois, c'est qu'effectivement, la plupart de ces sociétés se dotent de conseils d'éthique. Et avant de démarrer un développement ou de répondre ou de prendre une affaire, se pose réellement la question de savoir si leurs développements sont bien en phase avec leurs valeurs. Et là, on ne parle pas de régulation ou de loi ou etc. On parle juste des valeurs qui animent les gens qui sont dans ces sociétés-là. Et donc c'est plutôt bien, même si ça repose pas sur quelque chose de. On a chacun nos propres valeurs. Donc effectivement, là où je te rejoins, Thierry, c'est sur le côté culturel. On n'a pas tous la même tolérance à une intrusion sur nos données personnelles ou sur un système qui va décider un peu à notre place, etc. Et là où on voit bien les choses, c'est par exemple dans certains secteurs évidemment très sensibles. Alors on pense tout de suite à la sécurité ou la défense, mais on peut penser aussi par exemple à l'extraordinaire révolution que l'IA apporte sous toutes ses formes en santé. Il y a énormément de travail qui est fait sur le plan donc éthique. Et là, l'éthique a un rôle vraiment de correction des trajectoires des inventions, clairement, dès la conception. Parce que ces technos, elles vont s'adresser à des domaines où c'est les personnes vulnérables, malades éventuellement, les soignants, les familles des personnes malades qui vont être celles qui vont opérer les technos. Donc tout ça joue à fond sur un marché qui est dynamique par lui-même. Non pas qu'il soit vertueux le marché, mais il n'est pas coupé de réalité morale. Oui, complètement. Ok, je crois qu'on touche la fin de notre session. Donc, du coup, je vais être obligé d'arrêter les débats là. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Franchement, c'était passionnant. Donc, encore une fois, je pense que vous êtes ouverts à la discussion. Si des gens vous interpellent, je vous connais bien tous les deux, donc je sais que vous répondrez. Donc, merci pour vos interventions qui étaient vraiment éclairantes pour un néophyte comme moi de ces domaines-là ou pour un technicien comme moi. Je me permets de vous rappeler la prochaine session des webinaires éclairage de l'IA. Donc, on traitera d'autres chaires et d'autres sujets qui sont chers à MIAI, qui seront autour de l'apprentissage et le raisonnement. Donc, on reviendra un peu plus sur des choses techniques, mais on aura probablement un témoignage en deux voix avec une vue, effectivement, état de l'art universitaire et qu'est-ce qu'on fait dans MIAI. Et puis un témoignage industriel de comment ça s'applique au sein de sa société et avec ses clients. Encore une fois, merci beaucoup, bonne fin de journée et au mois prochain, du coup, si on ne se reparle pas d'ici là.